Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 7 décembre 2022. Dans les informations de ce jour, Madagascar Airlines a acquis un nouvel appareil. C'est un avion qui restaurait la renommée de la compagnie nationale malagasy, un Embraer 190 type 2 qui est plus puissant et plus performant que les ATR qui opèrent actuellement. Cette société a également un nouveau dirigeant. Il s'agit de Thierry de Bailleul. Et Andra Zajaipé. Le transport aérien malagasy est actuellement en plein redressement. Un nouvel appareil renforcera la flotte de la compagnie, un Embraer 190 type 2. La compagnie de transport aérien reflète la souveraineté de l'État, une raison pour laquelle le défi a été relevé pour le redressement de la compagnie Air Madagascar, selon le président Andra Zwilin. Les efforts ont été fructueux car 4 avions assurent dorénavant les vols domestiques s'il n'y avait qu'un seul auparavant au mois de novembre 2021 et 3 avions desservent l'international actuellement. Cet Embraer de Madagascar Airlines a une capacité de 92 passagers. Comparé aux ATR, ce nouvel appareil peut embarquer plus de passagers et davantage de bagages. L'Embraer a également la vitesse, la puissance pour lui comparer aux ATR car pour relier Antananarivo à Antsiranana, le trajet dure 1 heure, si pour un ATR, cela prend 2 heures. L'Embraer peut assurer les vols régionaux et même les longs courriers jusqu'à Dubaï, outre les vols domestiques. Madagascar s'ouvre actuellement à l'international. Le pays redresse également le secteur du tourisme qui a été le plus concerné par la crise sanitaire. Cela concorde avec l'arrivée de ce nouvel avion. Par ailleurs, le nouveau directeur général a également été présenté aujourd'hui. Il s'agit de Thierry Bailleul. Ensuite, le soutien financier apporté par le FIDA ou le Fonds international de développement agricole connaîtra une augmentation. La promotion du secteur de l'agriculture est importante pour le développement du pays et les conditions de vie de la population selon le président de la République, Andra Zwilin. Il en a donc été fait une priorité. Le président du FIDA, Álvaro Lário, actuellement en visite à Madagascar, partage aussi le même avis. Après la discussion entre les deux, le FIDA a confirmé son soutien à la production rurale. En conséquence, les projets existants se poursuivent et leur soutien sera même renforcé. Toujours avec Judical Ranchianirin et Andra Zajaipé. La production rurale, l'agriculture et l'élevage, 85% des Malagasy vivent de ces activités. C'était le contenu de la discussion à Yavlou aujourd'hui lors de la rencontre entre le président Andra Zwilin et le président du FIDA, Álvaro Lário. Pour Madagascar, c'est clair. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de promouvoir les industries locales afin d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de relancer l'économie. Cela est structuré dans les vélins du président de la République. De nouveaux efforts ont déjà été faits par le président, comme l'augmentation des surfaces de production, notamment à travers l'octroi de terres aux agriculteurs. Il y a aussi l'amélioration du rendement et le renforcement des connaissances des agriculteurs et des éleveurs. La coopération avec le FIDA a beaucoup aidé Madagascar en cela, permettant de produire sur une superficie de plus de 42 000 hectares. C'est une collaboration qui dure depuis plus de 40 ans maintenant et qui ne cesse de se développer au cours de ces 2 dernières années. Notre défi est clair. Nous voulons produire et transformer localement tout ce dont la population a besoin au quotidien en matière de production alimentaire. Et cela passe par l'extension de nos surfaces agricoles et l'augmentation des rendements des parcelles cultivées. Et nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir avancer dans l'atteinte de ces objectifs avec le soutien constant du FIDA. Votre institution est aux côtés de Madagascar depuis 1972 et nous nous réjouissons de constater le niveau d'engagement du FIDA à Madagascar qui a connu une accélération significative depuis 2020. La collaboration de longue date développée entre Madagascar et le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA, a permis de relancer la vie des communautés rurales de Madagascar à travers des investissements dans le développement agricole et rural en faveur des petits exploitants. Des retombées positives ont justifié une augmentation conséquente du portefeuille de financement alloué à Madagascar.
La visite du président Alvaro Lario à Madagascar montre son plein soutien aux efforts du gouvernement malgache pour aider les agriculteurs et augmenter la production. En effet, parmi les nombreux pays qui coopèrent avec le FIDA, c'est Madagascar qu'il a choisi pour effectuer sa première visite officielle. Il a rappelé que le FIDA est un ami de Madagascar et des agriculteurs malgaches. Le FIDA a apporté de l'aide, de l'innovation et de nombreuses solutions à travers ces 18 programmes d'une valeur de 1 milliard de dollars actuellement. Plus d'1 million de ménages d'agriculteurs ont déjà bénéficié. Cependant, de nombreux défis nous attendent et seront relevés ensemble selon sa déclaration. Ainsi, en 2022, le FIDA continuera à renforcer son soutien au monde rural, notamment pour permettre aux agriculteurs de faire face au changement climatique à travers le programme COSOP, qui sera à la base de la stratégie d'aide pour Madagascar. Me rendre compte de l'abondance de terres arables, comme le président a mentionné, la biodiversité qui offre de nombreux potentiels de production agricole et animale. Cependant, il y a encore des défis à relever et le FIDA et le gouvernement travaillent ensemble pour apporter des solutions durables. Premièrement, la vulnérabilité des ménages ruraux face aux multiples chocs climatiques au travers du programme de développement de filières inclusives DEFI. Deuxièmement, la fragmentation des systèmes alimentaires au travers du programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole FormaProd. Le FIDA a pu permettre à des jeunes femmes d'augmenter leur élevage de chèvres ou accéder à des crédits pour subvenir aux besoins de leur famille. Seuls 23% du PIB sont apportés par l'agriculture et l'élevage pour Madagascar, alors que 80% de la population sont des agriculteurs. Ainsi, il est primordial d'établir un plan de développement pour le monde rural, a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina. La discussion qui s'est tenue aujourd'hui a permis de faire le bilan sur les actions déjà réalisées et de planifier l'avenir de la coopération pour l'intérêt du peuple malgache. Page politique, des rumeurs ont circulé depuis hier soir selon lesquelles une motion de censure contre le Premier ministre serait concoctée au sein de l'Assemblée nationale. Certains députés ont refusé de confirmer mais n'ont pas nié l'existence de cette information aujourd'hui. D'autres députés ont carrément refusé de parler aux journalistes interrogés sur ce sujet. Pour autant, le député Nefra Ouldine a confirmé l'existence de cette motion de censure. Il a souligné que jusqu'à 14h cet après-midi, 104 députés l'ont signé. Khatraman Zatouf et Anza Khazanarville. Depuis hier soir, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'Assemblée nationale allait voter une motion de censure contre le gouvernement de Christian Tsaye. Selon les informations qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, la collecte de signatures était en cours et de l'argent aurait été distribué aux parlementaires qui signaient. Le député Rose a été l'un des premiers à démentir cette nouvelle diffusée sur Facebook. Dans la matinée, il s'est répandu encore sur les réseaux sociaux que certains parlementaires ont été trompés et ont décidé de retirer leur signature. Un peu plus tard, de nombreux députés ont esquivé les questions de nos journalistes en déclarant qu'ils n'avaient rien à dire. Pourtant, le député Nefra Ouldine a confirmé l'existence de cette motion de censure envers le gouvernement. 104 parlementaires l'ont signé jusqu'à 14h selon sa déclaration. Cependant, il a rejeté l'existence d'une distribution d'argent en contrepartie des signatures. Nefra Ouldine a également souligné qu'il soutient toujours le président de la République, mais qu'il n'accepte pas la façon dont le Premier ministre et certains membres du gouvernement travaillent. D'autres députés disent qu'ils ignorent encore l'existence de cette motion. Quoi qu'il en soit, demain sera effectuée la face-à-face des membres du gouvernement avec les députés selon l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Toujours demain, mais à 17h, il serait donc prévu le vote pour ou contre cette motion de censure contre le gouvernement. En ce qui concerne les actualités économiques, la mise en place de la politique industrielle à Madagascar est l'un des objectifs pour 2023. Il comprend également la stratégie et la mise en œuvre de la loi sur l'investissement selon la réunion qui s'est tenue avec le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et l'ONUDI. Le développement de l'industrialisation est actuellement l'une des priorités du gouvernement. Un domaine qui peut permettre d'augmenter le niveau de l'économie à Madagascar. Il y aura également une stratégie pour établir des lois pour renforcer les travaux qui sont déjà accomplis.
La mise en place de la loi sur l'investissement y est également inclus car l'investissement et le développement de l'industrialisation se complètent, a indiqué Edgar Asaf Java, ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Selon les informations, le ministère est actuellement en cours dans la préparation et la mise en place des 75 entreprises dans les districts de Madagascar. 2 infrastructures pour faciliter l'accès à l'eau potable ont été inaugurées hier par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à Mouraran Krom et à Mouraran Gar, district Amparafaravoul et Mouramang, région à Lochamangour. Ces 2 ouvrages sont les fruits de la collaboration entre l'État et le secteur privé et permettront d'améliorer les services d'accès à l'eau potable au profit de la vie quotidienne et ainsi contribuer à la réduction de la prévalence des maladies diarrhéiques et le taux d'absentéisme à l'école. Miarvoulat Sferen et Sechanjianab nous en disent plus. Plus de 24 000 habitants viennent de s'ajouter à la liste de bénéficiaires additionnels à l'eau potable grâce à ces 2 infrastructures inaugurées hier à Mouraran Krom et à Mouraran Gar, district à Parafaravoul et Mouramang, région à Lochamangour. Des systèmes d'adduction d'eau potable par gravitaire viennent d'être réalisés dans les communes rurales de Mouraran Krom et de Mouraran Gar. Ils sont destinés à répondre aux besoins quotidiens des 22 700 habitants dans le Fouktan de Mouraran Odjefen, Mouraran Krom, Ambouibou, Ambouimanariv et des 1678 habitants du Fouktan de Mouraran Gar. Pour la commune de Mouraran Krom, le système capte l'eau des sources émergentes et des ruissellements dans le bassin de la Marine à Mouraran Krom. Il comprend un barrage existant réhabilité, une station de traitement physique, un ouvrage pré-filtre à 3 compartiments, 2 réservoirs de 50 mètres cubes en ferrociment réhabilité et un système solaire et clôture. Actuellement, 185 branchements particuliers sont réalisés et 14 branchements sociaux distribués sont opérationnels pour le centre de santé de base, le lycée, les EPP, le CEG et 7 ménages. 11 kiosques automatiques à eau et un monobloc en eau et assainissement sont construits pour les habitants avoisinants. Un autre système de captage d'eau d'Andouaran, respectant les normes de potabilité, est également réaménagé à Mouraran Gar, comprenant un système d'évacuateur de crues amélioré, un nouveau réservoir de 30 mètres cubes en ferrociment, 2 réservoirs existants de 25 mètres cubes réhabilités et un ouvrage de préfiltration à 3 compartiments de dimension. En tout, 21 branchements particuliers sont déjà réalisés, 3 branchements sociaux fonctionnels qui desservent le centre de santé de base, le CEG, les 2 EPP, 5 kiosques automatiques à eau, un monobloc en eau et assainissement et un bloc sanitaire constitué de 2 toilettes et 2 douches sont opérationnels pour tout public. Ensuite, un bureau administratif minier sera installé dans la région d'Analandirouf, district Fénéry-Vest. Cette région possède également de nombreuses ressources minières. Le week-end dernier, le ministre des Mines, accompagné du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et ministre coach de la région, ont effectué une visite sur place pour constater l'avancement des travaux. Ruth Christelle Rakout Melal. La région d'Analandsrouf est une région riche. En plus des produits d'exportation tels que la vanille, les clous de girofle et les litchis, cette zone contient également des ressources minérales telles que l'or, le rubis, le quartz, etc. Afin de mener à bien la politique gouvernementale qui est de se rapprocher de la population, le BAM, ou Bureau de l'administration minière, sera établi à Fénéry-Vest, dans le Fouktan de Saavoul. Les opérateurs miniers n'ont plus à se rendre à Touamassen pour préparer les documents nécessaires. Cela encouragera ces opérateurs à entrer dans le formel. L'existence de cette infrastructure apportera également des avantages à la région, notamment pour la création d'emplois et la lutte contre l'insécurité, confirme le général Serge Gelé, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et ministre coach de la région d'Analandsrouf. En plus des différents départements rattachés au ministère des Mines et des Ressources stratégiques qui s'y trouveront, tels que l'ANOR, le BCMM, il y aura également à la disposition des opérateurs une cartographie exposant tous les sites qui disposent des ressources naturelles de la région, explique le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakoutmalal Irnjan Olivier. L'infrastructure est composée de 6 bureaux et devrait être prête en mars 2023. Le terrain a été acquis grâce à une collaboration de la préfecture locale.
Et certaines des entreprises de télécommunications à Madagascar se sont déjà engagées dans la lutte contre le changement climatique. Grâce à l'utilisation des énergies renouvelables, il y a aussi la possibilité d'éviter le gaspillage et de limiter les matériaux utilisés. À travers le projet Net Zero Carbone, ils réaliseront leurs activités dans le cadre de la protection de l'environnement. Natira Koutmaf, Enza Hadjiantsu. Net zéro carbone, réduire le taux d'émission de gaz carbonique est l'un des premiers objectifs de ce projet pour cette entreprise qui œuvre dans le domaine des télécommunications, mais il y a aussi la lutte contre le changement climatique. À titre d'exemple, l'utilisation d'équipements utilisés depuis déjà 5 ans fait partie de leur stratégie, ce qui leur a permis d'économiser jusqu'à 62% de leur budget, explique Tina Malé, directeur de la RCE. En dehors de cela, ces entreprises s'orientent également vers l'utilisation des énergies renouvelables. 55% de l'énergie utilisée dans cette entreprise est entièrement fournie par les énergies renouvelables. Par ailleurs, il y a aussi un budget spécial pour financer des projets similaires dans les pays africains, selon toujours les explications. Pour leur participation à la Journée mondiale du climat le 8 décembre, ils effectueront différentes sensibilisations dans la semaine à venir face aux différents problèmes causés par le changement climatique. Dans un tout autre sujet, la brigade des chiens détectives de la gendarmerie nationale a eu un nouvel souffle. Selon les responsables, lors de la sortie de promotion des chiens ayant suivi une formation de 6 mois, la brigade des chiens détectives est entièrement impliquée dans le maintien de la sécurité. Miarvoulet Feren et Anza Haton Arville. 75% des résultats obtenus avec l'utilisation de chiens détectives ont été couronnés de succès. Il y a une 50aine de maîtres chiens détectives au sein de la gendarmerie. Les bergers allemands et bergers belges malinois sont principalement utilisés dans la lutte contre les dahals, la drogue, le trafic lié à l'argent et à l'or. Le renforcement de la formation sur le commandement des chiens détectives fait partie de la stratégie de la gendarmerie nationale, souligne le général Boutou Estelin, CEGN de la gendarmerie nationale. Il est à noter qu'on peut faire appel aux chiens détectives dont le service est gratuit. La gendarmerie nationale s'efforce actuellement de répartir les chiens détectives dans toutes les compagnies de Madagascar, indique le colonel Rakoutniri Nalala Henry, commandant du CFS, gendarmerie nationale. Concernant maintenant les actualités internationales, aux États-Unis, le second tour de la sénatoriale en Géorgie a été remporté mardi soir par le démocrate sortant Raphaël Warnock, selon plusieurs médias américains. Une victoire qui permet au président Joe Biden et au Parti démocrate de conforter leur majorité à la Chambre haute. Les détails avec France 24. De pasteur à sénateur, cela pourrait parfaitement résumer le parcours de Raphaël Warnock. Mais pour parvenir jusqu'au Sénat, le natif de Savannah, ville de l'Est de la Géorgie, aura dû forcer son destin. Issu d'une famille de 12 frères et sœurs ayant grandi dans des logements sociaux, il est le premier à obtenir un diplôme universitaire. Suivant les traces de son père, il devient pasteur et prêche notamment dans l'église où officiait Martin Luther King. En janvier 2021, alors candidat démocrate au Sénat, Warnock se présentait comme le porte-drapeau des minorités. Je vais porter secours au peuple, aux personnes en difficulté et à ceux qui sont confrontés à l'expulsion de leur logement. Quelques jours plus tard, il devient à 51 ans le premier sénateur noir de l'histoire de la Géorgie. Pendant cette campagne, il a pu compter sur un soutien de poids en la personne de l'ancien président Barack Obama. Géorgie, on peut le faire. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et finissons le travail. Il y a 2 ans déjà, Raphaël Warnock avait offert à Joe Biden une majorité inespérée au Sénat en se faisant élire lors d'un second tour. Ensuite, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 décembre, la conférence de l'ONU sur la biodiversité va tenter de parvenir à un accord historique afin d'adopter un nouveau cadre national et mondial décennal pour sauvegarder la nature. Mais chez les experts et les ONG, l'inquiétude est vive. Toujours avec France 24. 13 pays participants et selon les organisateurs, près de 20 000 délégués sont présents ici au Palais des Congrès de Montréal pour cette COP15 sur la biodiversité où la sécurité a été considérablement renforcée ces dernières semaines. La station de métro voisine a été
fermées. Un certain nombre de barrages policiers bloquent l'accès au building où se tiennent les conférences. Mais cela n'a pas empêché un certain nombre de militants pour la protection de l'environnement d'interrompre le discours d'ouverture du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Qui a rappelé que le monde n'en fait tout simplement pas assez pour protéger la biodiversité. Nous faisons la guerre à la nature, a même ajouté de son côté le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle malgré tout à un accord dans les prochains jours pour protéger, c'est l'un de ses objectifs, 30% des océans et 30% des terres d'ici 2030. Mais on est loin, très loin du compte. On rappelait de leur côté un certain nombre de leaders d'ONG pour la protection de l'environnement ici qui rappellent qu'aucun des objectifs de la COP précédente en 2010 à Aichi n'a été atteint. Donc il y a beaucoup à faire et c'est la raison pour laquelle ces ONG appellent à une grande marche pour la vie ici à Montréal ce samedi. Et en Chine, après un allègement des restrictions dans plusieurs villes chinoises, à la suite de manifestations massives contre la politique zéro Covid du gouvernement, Pékin a annoncé mercredi un nouvel assouplissement des règles sur l'Assemblée du territoire. France 24. C'est un volte-face des autorités sanitaires chinoises qui aujourd'hui annoncent un accélérement de l'allègement des mesures anti-Covid et c'est sur tout le territoire, alors qu'après les manifestations de ces derniers jours, ça se faisait cas par cas, province par province. Maintenant, au niveau national, grande nouveauté, les cas contacts et les malades asymptomatiques peuvent s'isoler chez eux, à la maison. Alors que je le rappelle, en Chine, jusque-là, un test positif, c'était un aller simple pour un centre d'isolement, souvent avec des conditions d'hygiène précaires. Ils seront maintenant réservés à ceux qui sont volontaires et les malades graves, eux, seront envoyés dans les hôpitaux. Et alors que depuis des mois, dans les grandes villes, les tests PCR font partie du quotidien, une routine pour avoir accès à tous les lieux publics, ils seront maintenant réservés seulement aux établissements de santé comme les hôpitaux et aux établissements scolaires de la maternelle au lycée. Ce qui est très inattendu également, c'est la suppression des barrières sanitaires pour les voyages à travers la Chine. Avant, pour passer d'une province à l'autre, il fallait un test PCR, plusieurs codes de santé verts, mais c'est terminé. Et sur les réseaux sociaux, ces mesures sont accueillies avec beaucoup de soulagement, évidemment, mais aussi avec prudence. D'une part, parce que les applications des règles sanitaires reviennent aux autorités locales, donc il risque d'y avoir des disparités entre les différentes zones. Et d'autre part, parce que beaucoup en Chine craignent qu'avec un allègement des mesures, le pays doit faire face à une vague très importante de Covid, de mortalité, avec jusqu'à 1 million de morts selon certaines estimations. Et c'est avec ce reportage que cette édition prend fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.